bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de Blues and Pop. Je crois que c'est l'épisode numéro 6. Si je ne me trompe pas, écoutez, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau podcast. On est le mercredi 25 mars 2020 et je pense que comme moi, vous partagez une situation un peu particulière qu'on traverse actuellement. Je voulais d'abord en profiter pour remercier certaines d'entre vous qui ont gentiment pris de mes nouvelles. Peut-être que si vous ne regardez pas ce podcast depuis le début, vous ne le savez pas encore, mais moi j'habite à Rome, en Italie, donc voilà, vis-à-vis de la situation qu'on est en train de vivre en ce moment avec ce coronavirus, ici évidemment en Italie, les mesures de confinement ont commencé un petit peu plus tôt, donc je suis en plein dans ma 3e semaine maintenant de confinement. Donc voilà, donc je voulais commencer évidemment cette vidéo, c'est difficile de faire autrement en espérant que tout va bien de votre côté pour vous, pour vos proches et en espérant que voilà, vous viviez cette situation somme toute assez extraordinaire et un peu spéciale pour tout le monde du mieux que vous pouvez et en essayant de respecter les mesures de sécurité pour tout le monde et en essayant de participer aussi à cet élan de solidarité. Moi ici dans mon quotidien, évidemment on ne sort pas à part pour faire les courses et je dois avouer que du coup l'objet de ce podcast, à savoir de parler de couture et de tricot, m'a fortement aidée dans cette période. J'imagine que c'est votre cas aussi si vous partagez ces loisirs créatifs. Et ça fait du bien parfois de trouver un espace dans lequel on peut penser à autre chose, parler d'autre chose, essayer de faire fonctionner son imaginaire de façon plutôt positive plutôt que dans d'autres circonstances plus négatives. En tout cas, je voulais vous remercier d'être là et je voulais vous dire que je voulais profiter de cette période un peu particulière pour quand même tourner un podcast parce qu'il se trouve que du coup j'en ai profité pour coudre et tricoter un petit peu plus que d'habitude et donc j'avais des choses à vous montrer. Et en me disant aussi, en tout cas c'est mon cas, que regarder ces podcasts créatifs ça me fait du bien, c'est une petite fenêtre de créativité ouverte sur autre chose qui me fait vraiment du bien dans cette période. Et donc du coup je participe à ma manière, à mon tout petit niveau, à essayer de vous proposer cette bulle créative pour essayer de vous changer les idées. Voilà pour cette introduction et je remercie encore les personnes qui m'ont gentiment fait un petit message pour me demander comment ça va. C'est vrai qu'ici, pour juste terminer sur cette situation, ici en Italie, les mesures de confinement ont donc commencé un petit peu plus tôt comme je le disais, mais c'est vrai que la région de Rome est un petit peu moins touchée que le nord de l'Italie où les choses sont un petit peu plus compliquées, donc le vécu de l'épidémie est un petit peu différent selon où on habite et je dois avouer que voilà, à Rome c'est encore gérable et croisons les doigts pour que ça reste, mais c'est vrai que le nord de l'Italie est beaucoup plus touché, donc j'envoie aussi mes pensées à mes amis ou à mes connaissances ici qui ont de la famille dans le nord et pour qui c'est pour le coup un petit peu plus compliqué. Voilà, en tout cas c'est parti pour cette petite parenthèse, enfin c'est fini pardon pour cette petite parenthèse confinement et choses un peu compliquées, et du coup on va essayer de se redonner un petit peu de plaisir et un petit peu de légèreté dans cette période en parlant évidemment tricot, couture, etc. Donc je me suis pas présentée avec toute cette histoire, donc moi je m'appelle Clémence, évidemment vous pouvez me retrouver sur le pseudo Blues and Pop sur les différents réseaux sociaux, donc sur Instagram et sur Ravelry, donc je vous mets ici les liens. Et également sur cette chaîne YouTube, mais puisque vous la regardez, c'est que vous l'avez trouvé, voilà, bien évidemment. Et puis on va commencer par le tricot cette fois-ci, et puis je vous mettrai le temps pour la couture si c'est plus la couture qui vous intéresse et que vous avez envie d'aller directement à cette étape-là. Et donc c'est parti pour la partie tricot. Alors en tricot, par rapport à ce que je vous avais donné la dernière fois, donc j'ai un projet fini à vous montrer et je vais vous parler de 2 en cours. C'est 3 gros projets puisque c'est 3 pulls. Je ne sais pas si vous allez vous souvenir, mais dans le dernier épisode, je vous avais parlé d'une laine péruvienne qui était un peu que j'avais acheté au Pérou quand j'avais fait mon voyage au Pérou il y a quelques années, qui est celle-ci. Hop, donc c'est une laine grise un peu bleutée qui tire un peu vers le bleu et qui a du coup qui est 100% alpaca, donc qui a ce petit côté un peu pelucheux, un peu poilu et qui est très souple, très fluide.
Et en finissant le podcast la dernière fois, alors à chaque fois que je tourne un podcast, ça me donne toujours plein d'idées, plein d'envies, etc. Et donc en ayant terminé le tournage du précédent podcast, je sais pas, j'ai eu un flash et je me suis dit, ah mais c'est la laine parfaite pour faire le petit pull lilas de Nail. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc je vous mets une photo du modèle. Donc voilà, donc ce modèle en particulier, donc c'est un petit pull qui a la particularité d'avoir des manches 3/4, qui est un peu blousant au niveau du corps et qui est fait normalement avec un mélange entre deux fils, un fil lace d'alpaca justement et un fil de mohair, donc qui est un petit peu fluffy. Moi, je suis partie avec uniquement du coup ma laine que j'avais, donc je l'ai tricoté de la même taille d'aiguille recommandée, donc c'était des aiguilles 3, et donc mon échantillon qui est là était parfaitement collé parfaitement avec l'échantillon du modèle, et donc je vous montre le pull. Le voilà, tac, mon petit pull lilas dont je suis fan. J'adore vraiment. Donc la particularité de ce modèle, c'est que donc il a une encolure V. Il a, je vous rapproche, une petite dentelle à trou-trou sur le devant. On a une autre petite dentelle sur la manche, encore plus simple. C'est vraiment des petits détails féminins que j'aime beaucoup. Et alors la particularité de ce pull, j'essaie de vous montrer bien, c'est ses emmanchures. Donc il a des emmanchures marteau sur le devant en fait. Donc elle se dessine ici, tchouk, voilà. Et par contre dans le dos, c'est un raglan classique. Donc ça lui donne une forme assez particulière que j'aime vraiment beaucoup. Il a une petite aisance positive dans le patron, il est recommandé avec une aisance de 8 ou 10 cm je crois. Alors moi j'ai tricoté la taille 3, donc là c'est l'équivalent, enfin dans son patron c'est indiqué avec la taille 38. Et donc vous remarquerez que mon pull lilas a des petites particularités, qui est que j'ai fini le pull avec des côtes et aux manches et au bas du corps avec une laine contrastante. Mais je reviens sur ça à la fin pour vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. J'ai commencé à tricoter ce pull, je pense, juste après le dernier tournage du podcast, parce que l'idée m'en est venue complètement à ce moment-là. J'avais la laine, j'ai acheté le modèle, je suis partie. Et je l'ai fini la semaine dernière. Donc je l'ai tricoté en 3 semaines. Alors on est bien d'accord, on est dans une situation un peu particulière. J'ai tricoté plus que d'habitude, etc. Parce que ça me faisait du bien. Donc j'ai certainement avancé plus rapidement que ce qui est le cas normalement. Mais je trouve aussi que c'est un pull parfaitement addictif. On a du mal à s'arrêter et on a envie d'aller plus loin. En fait, la construction est particulière, donc on commence par monter toutes les mailles au début et on a énormément de choses à faire en même temps, en fait. Donc c'est pas du tout un modèle facile pour les débutants, hein. Y a beaucoup de choses à penser au début, etc. Donc je le recommanderais pas si c'est votre premier tricot. Mais donc en tout cas, quand on a l'habitude un petit peu de tricoter, c'est un projet avec lequel on s'ennuie pas du tout. Donc à chaque fois on a les augmentations à faire pour le col, on a les mailles particulières à faire pour la manche marteau qui changent au bout d'un moment, on a les petites mailles ici pour la dentelle sur les épaules, on a les mailles raglant du dos, on doit construire le V de l'encolure, enfin voilà, donc en tout cas au début les indications sont très précises, il ne faut pas trop se tromper. Je sais qu'il y a pas mal de tricoteuses qui ont trouvé que la façon dont Nail, donc la designeuse du patron, avait écrit son patron était un peu particulière. Alors moi, c'est une construction et c'est une logique que j'ai trouvée très claire et j'ai bien aimé. Donc je recommande complètement. Par contre, c'est vrai que comme il y a beaucoup de choses à faire, en fait, elle explique certaines choses à différents endroits du patron. Donc, elle a une explication pour le montage des mailles, elle a une explication avec les diagrammes pour chacune des dentelles, celle du devant et celle des épaules. Il y a une autre page où elle explique le système des augmentations taille par taille. Il y a une page où elle explique les différents points. Donc, ce que je vous conseille, moi, c'est vraiment de lire l'ensemble du patron avant de commencer à tricoter, y compris les petites notes qui sont sur le côté qui sont très indicatives. Et alors moi ce que j'ai fait pour pas me perdre, parce qu'on devait faire beaucoup de choses avec des répétitions à des rangs différents, par exemple la dentelle sur les épaules, elle se répète tout, enfin c'est un jeu de jeté, etc. Et ce jeu là, enfin
ce dessin de diagramme se répète tous les X rangs. Mais c'est pas au même moment qu'on doit faire les augmentations du raglan et c'est pas au même moment qu'on doit faire les augmentations du dos. Enfin voilà, donc il y a quand même beaucoup de choses à faire en même temps. Donc moi ce que j'ai fait, et donc c'est ce que je vous conseille, donc sans vous en montrer plus que ça, mais donc ce que j'ai fait, hop, voilà, donc j'ai recopié l'ensemble des rangs, vraiment voilà, sachant que à un moment au rang X, du coup on a fini les emmanchures et donc on tricote en aller-retour avec un modèle de dentelle ici, mais ça devient beaucoup plus simple. C'est vraiment pour le début que je vous conseille de faire ça. Donc moi j'ai vraiment pris une feuille dans laquelle j'ai noté tous les rangs. Et en face de chaque rang, du coup, j'ai indiqué dans mon tableau du rang X au rang Y, je dois faire ça, du rang Y au rang Z, je dois faire ça, etc. Donc j'ai fait ça pour les augmentations des emmanchures, de l'encolure, etc. Ensuite j'avais, donc ça c'était une de mes colonnes, une colonne. J'avais une autre colonne où j'avais les moments, enfin les rangs auxquels je devais faire mes augmentations, mes motifs de manches, et j'avais une dernière colonne où j'avais mes motifs de devant. Et du coup, voilà, je veux pas trop vous montrer, mais en gros, j'avais le principe, c'est que j'avais une colonne avec mes différents rangs ici, rang 1, 2, 3, 4, etc. Une colonne où j'avais l'endroit où je devais faire mes augmentations. Donc par exemple au rang 8, j'avais les augmentations à faire au rang impair et 1. Ma colonne où j'avais les rangs auxquels je devais faire mes dentelles de la manche, et une colonne où j'avais la dentelle du milieu. Et comme ça, pour chaque rang, je savais ce que j'avais à faire. Et ça me permettait de suivre beaucoup plus facilement, et à chaque fois, je stabilotais le rang que j'avais fait. Du coup, quand même, je précise, je fais très rarement attention aux échantillons en hauteur, même si je dois avouer que plus je tricote, plus j'y fais quand même attention. En l'occurrence, là, je trouve que si vous avez un échantillon en hauteur qui est vraiment très loin de l'échantillon en hauteur préconisé par le modèle, ça sera compliqué parce que c'est des indications par rang qu'elle donne et pas en centimètres. Et je vois pas comment elle pourrait faire en centimètres d'ailleurs vu comment le modèle est construit. Donc voilà, il vaut mieux avoir un échantillon proche de l'échantillon en rang, en tout cas en hauteur. Voilà, en tout cas, absolument ravie de ce modèle. La laine, c'est une douceur absolue. C'est du baby alpaca voilà, que j'avais acheté au Pérou. Et la particularité, c'est que ça se présentait avec une grosse bobine. Alors, je vous montre une autre bobine que j'avais ramenée du Pérou. Voilà, comme ça. Alors celle-ci, j'ai déjà tricoté un pull avec, que vous avez vu, c'est le pull que je portais au dernier épisode de podcast. Donc j'ai tricoté un pull long avec cette laine-là, et il m'en reste beaucoup, vous voyez, en fait. Donc j'ai pratiquement de quoi faire encore un pull, voire deux, enfin je crois que j'ai plus de 5 mm là-dessus. Sur cette laine-là, j'avais un cône, pareil que celui-là, mais beaucoup plus petit en fait. Et donc, comme j'avais pas de métrage, parce que j'avais acheté ça au marché, etc., j'ai essayé de faire à peu près un calcul de métrage en pesant un certain nombre de centimètres, de mètres, pour voir combien ça me faisait à peu près, en enlevant le poids du carton, bref. Passons les détails, mais j'avais en gros 880 mètres. Et il fallait, je crois, j'ai plus en tête, mais je crois qu'il fallait un tout petit peu moins de 1000 mètres pour la taille 3 que j'ai fait de ce pull. Donc je savais que j'allais manquer certainement un petit peu de laine, en me disant que j'allais, au pire, je pourrais faire les emmanchures et les côtes de façon contrastante. Donc ce que j'ai fait pour être sûre de ne pas manquer de laine, c'est que j'ai commencé à tricoter en normal du coup tout le corps. Je suis allée jusque à la hauteur désirée en bas. J'ai laissé mes mailles en attente avant de faire mes côtes. J'ai mesuré le poids de laine qui me restait, donc je sais plus combien j'avais, peut-être qu'il me restait, je vais dire n'importe quoi, mais il me restait 70 grammes, mettons. Et donc je savais que je devais faire 35 grammes pour une manche, 35 grammes pour l'autre. Donc du coup j'ai tricoté jusqu'à ce que j'arrive à 35 grammes pour ma manche 1 et jusqu'à ma manche 2. Vraiment, il m'est resté rien du tout. Enfin, il me reste mon échantillon uniquement de la laine, donc j'ai vraiment tout utilisé au plus possible. Et j'ai eu pas mal de chance parce que, mis à part donc les côtes, les rangs de côtes pour les manches et pour le corps, j'ai eu suffisamment pour faire la hauteur de manche préconisée en manche 3/4. Donc ça allait bien.
Et ce que j'ai fait, donc ce que je disais, c'est qu'en termes de construction, donc j'ai fait le corps, j'ai laissé les mailles en attente, j'ai commencé par faire faire le montage de l'encolure parce que je voulais pas de couleur contrastante près du cou, je voulais que ça reste dans la même couleur. Ensuite j'ai fait les manches et ensuite du coup j'ai été reprendre avec une autre laine pour faire le contrastant. Pareil pour le choix de ma laine contrastante en fait, je voulais pas commander de laine. Pareil, au regard de notre situation, je me dis que j'ai ce qu'il faut en stock et que je peux tenir encore un petit temps sans faire de commandes diverses et variées. Donc du coup, j'ai cherché ce que j'avais en stock qui s'en rapprochait le plus parmi mes pelotes un petit peu qui me restaient. Et du coup, je suis tombée sur celle-ci. Qui est un mélange, alors pas du tout d'alpaca, qui est un mélange 40%, 45% coton et 55% laine, mais qui avait la particularité, j'essaie de vous montrer, donc c'est un bleu jean un peu, qui est chiné, vous voyez, qui a un peu de gris, un peu de blanc, etc. Donc la laine c'est de la, alors je sais pas comment ça se prononce, Gailsk, hop, je vous montre l'étiquette. Je l'avais acheté il y a quelques années chez Lille Weasel, de ce que je me souviens. Donc il y a 232 mètres pour 50 grammes. Et en fait, j'ai choisi cette laine parce que je trouve que mon gris tire vers le bleu. Donc j'avais du gris vraiment plus plein, j'avais du blanc, j'ai fait plusieurs essais. Et c'est ce que je trouvais qui s'en rapprochait le mieux parce que ma laine tire un peu vers le bleu et est aussi un peu chinée. C'est pas un gris complètement plein. Et du coup je trouvais que mes couleurs pleines ça contrastait un peu trop, j'aimais pas trop. Donc du coup je trouve que là le choix de laine et enfin voilà, je trouvais que ça allait bien ensemble. Donc les deux sont un peu chinés, voilà, on voit bien là. Donc j'en suis contente. Et au-delà de ça, je trouve que c'est un bleu marine qui est assez passe-partout, donc je peux porter ce pull voilà, de façon assez basique sur un jean, ça va bien, ça choque pas, etc. Donc voilà pour mon petit pull lilas, c'est une vraie réussite. Une autre chose que je voulais vous dire, donc sur le modèle, en fait, elle préconise de faire 11 répétitions du modèle, 11 répétitions du motif de dentelle, donc ça fait ces petits V là. Donc 11 répétitions avant de passer aux côtes. Moi j'avais déjà mon manque de laine en tête, mais j'avais quand même envie d'avoir un pull qui soit un peu long parce que sur le modèle de présentation elle le porte blousant dans le pantalon et c'est ce que j'aime bien. Et je vous avoue que je n'ai fait que 9 répétitions du motif de dentelle et il fait déjà 43 cm sous emmanchure, ce qui est parfait, sachant que j'avais le bon échantillon. Bon, donc je vous laisse juge. Je crois aussi qu'elle préconise 11 répétitions du motif et que sur le dessin technique de son modèle, il n'y a que 10 répétitions du motif. Donc peut-être qu'on peut adapter un peu la hauteur en fonction de ce qu'on a envie. En tout cas, il est assez long de base. Voilà. Donc ce petit pull, c'est vraiment ma réalisation chouchou. C'est une tuerie de douceur. Enfin, moi j'aime vraiment beaucoup. Et donc je vous mets une photo, partez. Voilà pour ce premier petit, peut-être réalisation, petit pull. Je fais une petite parenthèse. Ce pull, les coutures que je vais vous montrer, etc., font partie de la réflexion que je suis en train de mener sur ma garde-robe. Et j'ai décidé de faire une autre vidéo dédiée un peu plus tard sur la façon dont je constitue ma garde-robe en partant de la méthode proposée par le livre de Dee Reno qui s'appelle Rest. Donc voilà, je reparlerai des tenues avec ce petit pull dans un épisode dédié que je trouvais intéressant de vous proposer aussi.
Deuxième projet, projet en cours plutôt, parce que donc là c'était mon seul projet terminé, donc projet en cours. Un nouveau projet en cours qui lui aussi est parti de la discussion que j'ai eue avec vous. Oui, parce que je discute avec vous. Que j'ai eu avec vous lors du dernier épisode sur le fait que la laine que j'avais achetée pour aller avec mon écheveau solitaire, finalement j'étais pas très fan et donc je me suis retrouvée avec ces écheveaux là. Hop, donc je vous montre. Donc j'avais acheté 3 écheveaux de cette laine. Hop, donc c'est de la Malabrigo. C'est de la Malabrigo Sock 100% Mérinos. Le coloris c'est 131 Sandbank. Voilà, et donc c'est cette couleur là, je pense que vous la voyez parfaitement bien, en tout cas moi mon retour caméra il est parfait, sachant que c'est une couleur qui est très difficile à montrer et à rendre. Tantôt ça tire vers le gris, tantôt ça tire vers le taupe, elle est très, j'aime vraiment beaucoup son reflet et voilà, bref, je trouvais qu'elle rendait très bien et quand j'ai fini l'épisode la dernière fois, je vous disais que j'avais en tête de faire le RL de Longue avec Anna et pareil, je me suis lancée, je trouvais que c'était la bonne laine pour le bon projet et donc je suis partie avec, donc c'est ce que j'ai fait. Hop, donc je vous le montre, donc j'en suis là, hop, je vous mets une photo du modèle. Voilà, donc le RL de Elong avec Anna. La particularité... Oups, je suis en train de perdre mes mailles. Attendez, je les récupère. Voilà, perdu mon petit marqueur de rang. Donc la particularité de ce modèle, c'est que normalement il se tricote avec une laine d'épaisseur DK. Et que moi, du coup, pour la laine que j'avais achetée, c'est de la fingering qui se tricote, voilà, qui est recommandée d'être tricotée entre 2,25 et 2,5, que moi je tricote en 3 pour avoir un peu de drapé justement. Et donc se poser la question de la taille, évidemment. Moi, en ayant 3 écheveaux, du coup j'avais 1200 mètres de cette laine. Et en regardant sur le métrage qui était préconisé pour une laine DK, il y avait 1220 mètres qui étaient proposés pour la taille 123. Donc je crois que c'est la 4e taille. Et du coup, en faisant mon échantillon, je me suis rendu compte qu'en tricotant la taille 123, j'obtiendrais une taille qui était entre la taille 109, donc c'est la première taille je crois, ou la 2e taille, et la taille 116, qui était la 3e taille, oui c'est ça. Et donc du coup c'était très bien par rapport à l'aisance recommandée du modèle, donc c'est 20 à 25 cm d'aisance, et donc moi si j'arrive à obtenir une aisance entre 109 et 116, ça fait à peu près cette aisance là pour mon tour de poitrine, donc ça allait bien. Et coup de chance entre guillemets, la taille 123 demande 1220 mètres de fil, et c'est ce que j'ai avec mes 3 écheveaux de fingering. Sachant que, évidemment, en hauteur, je ne fais pas la hauteur de la taille 123, mais je fais la hauteur de la taille 109 par rapport à ma taille. Donc j'espère que je ne manquerai pas de laine à la fin. Donc la particularité du pull RL, c'est son motif étoile un peu, qui se raréfie en fait plus vous montez vers le haut du corps. Donc c'est un modèle qui se construit en top down, donc on commence par le bas avec 3 cm de côte et on monte au fur et à mesure jusqu'aux emmanchures. Après on séparera le devant du dos et puis après on fera les manches, on reviendra à remonter les manches. Et donc voilà, donc la particularité de ce modèle, c'est vraiment d'avoir ce petit point d'étoile qui au fur et à mesure se disperse, et il y en a de moins en moins en fait. C'est ça qui fait la particularité de ce modèle. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai commencé à insérer le 2e écheveau et je trouve qu'on voit pas du tout la délimitation. Enfin je veux dire, les écheveaux sont suffisamment contrastés en eux-mêmes pour qu'on voit pas à quel moment j'ai changé d'écheveau, donc je trouve ça très bien. Parce qu'on pourrait avoir l'impression que c'est là par exemple, mais c'est pas le cas. C'est ici. Donc c'est après les espèces de rayures par exemple qui appartiennent au premier écheveau.
Donc voilà, sur ce petit pull. Je pense que, alors, Anna recommande que ce soit une laine avec de la soie dedans pour que ça ait un beau drapé, sachant que c'est un modèle prévu en DK. Moi, c'est un modèle 100% fingering, mais je vous dis, il y a, comme l'échantillon est, alors c'est pas lâche, mais comme la laine normalement est prévue pour être tricotée avec des plus petites aiguilles, du coup, voilà, c'est pas très serré. Et du coup, ça a ce drapé là que j'aime bien. Et quand bien même ça l'aurait pas trop, c'est pas quelque chose qui me dérange plus que ça. J'aime bien l'effet boîte, c'est beaucoup dire, mais voilà, c'est pas quelque chose qui me dérange. Donc ça monte assez vite. Là, il me reste encore une section de motifs à faire. Et après, je pourrais commencer à aller tout droit et aller récupérer, enfin, atteindre ma séparation avec le corps, enfin entre le dos et le devant pour les manches. Petite particularité, pareil de ce que j'ai fait. Donc évidemment mon échantillon n'était pas bon, logique, donc en largeur. Donc c'est pour ça que je fais la taille 123 pour avoir une taille et demie de moins au final. Et en hauteur non plus évidemment, donc je crois que le modèle est préconisé pour 32 rangs, l'échantillon est de 32 rangs et moi j'avais 36 rangs je crois pour atteindre les 10 cm. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai décalé en fait la répétition du motif de 1 rang. En fait le motif il est répété tous les X rangs et moi du coup j'ai fait X rangs plus 1 rang et du coup ça me permet d'avoir une séparation entre mes motifs un peu plus grande que ce qui est prévu à la base pour que la répartition du motif se fasse un peu comme elle, parce qu'en fait si j'avais pas fait ça du coup ça voudrait dire que j'aurais finalisé l'ensemble de mes motifs par exemple à cette hauteur là et que j'aurais tout le haut de mon pull sans motif. Donc c'est pour ça que j'ai décalé un peu la façon dont le motif se décale, se fait dans le pull pour que mon motif puisse remonter et compenser cette différence d'échantillon en hauteur en rang. C'est pour ça que je vous dis que je deviens de plus en plus sensible à la question de la hauteur dans les échantillons qui compte. Et je vous ai ramené, je vous avais dit la dernière fois quand vous avez parlé du pull RL, que j'avais commencé ce pull, donc c'est un patron que j'ai dans ma patron tech depuis très longtemps. Avec une autre laine et je trouvais ça intéressant de vous le montrer pour vous montrer justement le fait que j'avais un échantillon beaucoup plus épais que dans ma laine actuelle et que donc ça donne pas du tout le même rendu, ça fait un effet beaucoup plus boîte, que j'avais fait la même idée, c'est-à-dire j'étais partie sur de la fingering mais j'avais pas modifié mes motifs et donc mes motifs sont en bas du pull et un très très mauvais choix de laine parce que c'était une laine avec des alors je sais pas comment on appelle ça, j'ai perdu le mot, une laine avec des petites bouboules, vous voyez dedans un petit peu, ah mince, comment on appelle. Bon, vous voyez de quoi je parle derrière votre écran, ça ne me revient pas. Et du coup, bref, ça n'allait pas du tout avec le motif. Donc, je vous le montre. Hop. Donc, vous voyez, en fait, la laine est avec ces petits tweeds, voilà, ces petites boules de laine tweedées. Du coup, on voit absolument pas le motif. Ou alors, on a l'impression que le tricot est un peu bizarre et qu'au milieu des motifs. Bref, très mauvais choix de laine. De plus, vous voyez, le tricot, il est très dense avec cette laine. Du coup, pour le coup, c'est pas du tout fluide en fait. Donc, c'est pas du tout joli. Et ce que je vous disais, donc en finissant le corps, du coup, le motif, normalement, sur le modèle d'Anna, le motif remonte, on va dire, un peu au niveau de la poitrine. Là, sur ce pull-là, ça arrive bien en dessous, en fait. Donc c'est pour ça qu'en ayant déjà fait la première fois ce pull, je savais qu'il fallait que je fasse des modifications pour ma nouvelle version. Donc voilà, donc ça, cette laine, c'est une autre laine que j'avais achetée du Pérou, qui est trop belle, pareil avec ce tweed. Et du coup, je vais défaire cette laine, sachant que j'en ai un autre gros rouleau, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et je vais sans doute faire avec j'ai vu passer sur Instagram une réalisation du pull Apophenia de Yarnflex, qui est un jacquard qui a été fait sur une base avec de la laine tweedée comme ça, que je trouve très beau. Donc le pull Apophenia, c'est un modèle de jacquard avec du jacquard plutôt en symétrique que je trouve très joli. Donc peut-être que je vais faire ça. Voilà. Je vais vous insérer une photo
du modèle que j'aime bien pour que vous voyez pourquoi j'ai pensé à cette laine. Voilà, donc vous voyez pourquoi j'ai pensé à ça. Et bon, on fait les réflexions tricotesques au milieu des projets en cours. Rien ne va plus, c'est la fête, mais c'est pas grave. L'important, c'est le partage. Donc voilà pour ce pull de Elong avec Anna. Donc il avance bien. Voilà, évidemment la caméra on a l'impression qu'il y a beaucoup de lignes, dans la réalité on les voit quand même beaucoup moins. Et je vous dis, cette couleur est complètement changeante. Je réfléchissais à pourquoi on l'appelait Sandbank, et en fait je pense que c'est, vous savez, quand on marche sur le sable mouillé, du coup en fonction des reflets du soleil, des parties mouillées ou des parties sèches, le sable il change un petit peu de couleur. Bah, c'est exactement ça. Du coup c'est amusant à tricoter. J'aime bien, je trouve ça chouette, et je pense que c'est une couleur qui ira bien avec ma garde-robe. Voilà pour le tricot en cours. Et mon dernier projet en cours, bah, vous le connaissez déjà. Donc je vais aller en parler assez rapidement. C'est le gilet gaufrette de Loli Lafay. Donc, je vous mets une photo. Donc le gilet gaufrette, donc, que je tricote avec une laine de Lana Grossa vert forêt, couleur dont je suis absolument fan. Et donc la particularité de ce modèle, c'est d'avoir sur le devant un motif gaufrette, hein, justement, en losange un peu. Hop, vous voyez, on le voit bien. Voilà. Donc j'ai un peu avancé, j'en suis là de l'avancée du corps, donc quand même par rapport à la dernière fois on avance bien. Il me reste encore une dizaine de centimètres, côte comprise, pour finir le corps. Et ensuite il faut que je fasse la bande d'encolure plus les deux manches, et il me reste ça pour le corps et 2 pelotes. Et je vous avoue que je suis à peu près certaine là pour le coup de manquer de laine. Ça m'inquiète pas trop parce que du coup c'est de la laine entre guillemets commerciale, donc je vais pouvoir en recommander sans que... Alors je vais voir pour les problèmes de bain, mais je pense que ce sera pas trop gênant. Mais c'est juste que je veux pas trop commander en ce moment. Voilà, pour les raisons que tout le monde connaît et sur lesquelles je vais pas m'étendre. Et donc du coup je sais que comme je vais en manquer, c'est pas très motivant de l'avancer. Donc je l'avance pas très vite, mais voilà, il sera fini quand il sera fini. Et je dois aussi avouer que comme le motif, donc c'est un gilet qui se tricote en aller-retour évidemment, et que le motif de losange se fait et sur l'envers et sur l'endroit, faut se concentrer en fait. C'est pas un tricot zéro cerveau, parce qu'il faut compter. Faut se repérer, ou il faut compter sur les rangs envers. Enfin sur les rangs endroits ça va parce qu'on voit le motif se dessiner. Sur les rangs envers c'est un petit peu plus compliqué. Et du coup, bah, des fois, j'ai plus envie de tricoter vite que de réfléchir à où j'en suis. Donc voilà, c'est les deux petites raisons qui font que mon pull gaufrette n'avance pas très vite. Même si pour le coup, je suis certaine que fini, je vais l'adorer, qu'il ira avec plein de choses que j'ai cousues ou que j'ai envie de porter. Voilà, je sais que ce sera un gilet porté, mais voilà, un peu long à faire pour plein de petites raisons. Voilà pour la partie tricot. Je voulais conclure cette partie tricot avec une toute petite partie de réflexion tricotesque. Alors justement, pour revenir sur ce que je vous montrais, donc sur mon énorme écheveau de laine péruvienne, donc c'est de la laine très fine, hop, qui a la particularité, en fait c'est deux brins retordus ensemble, je pense. Hop. J'essaie de vous montrer mieux. Hop, voilà, on voit bien. Et ça fait un peu un effet chiné une fois que le pull est tricoté. Et j'ai eu un énorme coup de cœur, mais je ne suis pas la seule, pour le pull qui a été présenté par la designer qui s'appelle Gregoria Fibers. Donc je crois que c'est une marque de laine espagnole qui a fait un modèle. Donc le modèle est disponible en plusieurs laines. Le modèle est sorti samedi et c'est le Hula Sweater. Donc je vous mets une photo.
Voilà, donc le hula sweater qui normalement est fait dans ce qu'elle recommande avec 3 fils de lace mohair tricotés ensemble. Et pour un échantillon de 18 mailles sur je ne sais plus combien de rangs. Ça va être un épisode rang, je sens. Et donc je me dis, vu la tonne de métrage que j'ai là pour le coup je suis sûre de ne pas manquer de laine, je me dis peut-être que je pourrais la tricoter celle-ci en triple ou en double en fonction de... Voilà, je me rends pas compte exactement de la taille qu'il faut que ça fasse, mais voilà, comme j'ai suffisamment de quoi faire en fait, je crois que le métrage qu'elle préconise pour le mohair c'est quelque chose comme 2000 à 3000 mètres, puisqu'évidemment il faut tripler le mohair, donc il y a beaucoup de métrage. Là je sais que j'ai 5000 mètres, donc je suis tranquille même en le triplant. Et du coup je me dis que ça peut être sympa parce que la laine est quand même relativement légère, elle a ce côté un peu fluffy de l'alpaca. Voilà, je me dis que ça peut être sympa, Voilà, comme toujours, je ne sais pas si c'est ce que je ferai, mais au moins je me dis que ça peut vous faire découvrir des modèles ou vous faire avancer vos propres réflexions. Mon idée c'est vraiment en ce moment d'utiliser mon stash et de regarder un peu les laines que j'ai. Donc je vous parlais de celle-ci tout à l'heure. J'ai celle-ci qui sont mes plus gros, qui sont mes laines que j'ai en plus grande quantité. Et l'autre idée aussi que j'ai, c'est d'utiliser mes chevaux ou mes fins de pelote qui me restent pour tricoter pour mes amis. Il y a des bébés qui arrivent, il y a des anniversaires qui arrivent, et puis dans ce moment un peu particulier où on est un petit peu loin les uns des autres, je me dis que ça peut être sympa de tricoter des petites choses, des petits accessoires, des chaussettes, des bonnets, des petits tricots pour bébé à offrir. Une fois que cette période un petit peu particulière sera passée, je me dis que ça peut être une bonne façon de tricoter aussi des choses. Voilà, j'ai pas d'idée préconçue, je sais pas encore ce que je vais faire, ni si j'ai la laine qui va bien, mais c'est une de mes idées, je voulais vous la partager, peut-être que ça peut vous donner des idées à vous aussi. Voilà, c'est parti, enfin on a terminé pour cette partie tricot, et donc je vais passer à la partie couture. Alors, pour cette partie couture, donc pareil, comme je vous ai dit la dernière fois dans mon podcast, je suis en train de réfléchir de façon un peu plus avancée sur ma garde-robe et j'utilise du coup la méthode proposée dans le livre Dressed de Dear & Do. Et je vais faire une vidéo dédiée sur ma réflexion garde-robe. Donc ce sera une vidéo qui parlera pas spécialement de la façon dont j'ai cousu les modèles, mais plutôt la façon dont j'ai utilisé la méthode de construction de la garde-robe, comment j'ai pensé mes tenues, qu'est-ce que ça m'a fait penser comme réflexion, etc. Parce que moi j'ai regardé quelques vidéos, j'ai lu quelques articles qui avaient été faits sur cette méthode et ça m'avait été très utile. Donc voilà, mais ce que je voulais dire c'est que les cousettes que je vous montre ont été en partie sont issus en partie de la réflexion que j'ai eue sur cette garde-robe. Et donc dans cette vidéo-là, je vous parle de mes créations couture et dans celle qui sera dédiée à Dressed, je vous parlerai des tenues. Et donc la première cousette que j'ai réalisée dans ce cadre-là, c'est une chemise. Pardon, petite interruption. C'est une chemise. Voilà, donc la voici. Donc une chemise toute simple qui est issue du livre, hop, donc c'est ma garde-robe à coudre pour toute l'année. Et donc la chemise, je vous la montre tout de suite, hop, c'est la chemise septembre, hop, voilà. Donc la particularité de cette chemise, je regarde s'il y a un dessin technique, mais je ne crois pas. J'ai une autre photo que je vous montre. Hop, voilà. Donc la particularité de cette chemise, c'est une chemise assez simple qui est suffisamment ample, qui a du coup des pinces sur le côté et une finition chemise avec un col, etc. J'ai déjà réalisé une version de cette chemise que j'ai un peu hackée, qui est une version un peu à carreaux lurex que je porte énormément.
Donc me voulant repartir sur une chemise un peu plus simplifiée, je suis repartie de ce modèle. Et j'ai fait par contre pas mal de modifications pour arriver à ce que je voulais. Donc première chose, j'aime pas les finitions chemises avec les manches chemises, c'est-à-dire que quand on doit faire les manches, enfin les bracelets de manches, les fentes indéchirables, etc. Parce que je trouve que du coup ça bloque le fait de pouvoir remonter ses chemises, faut retourner sa manche, enfin je suis pas à l'aise. Donc première modification que j'ai fait, j'ai fait les manches, j'ai rallongé les manches de façon à en faire des manches de blouse toutes simples. Pareil dans ma réflexion garde-robe, par rapport au modèle de base, je l'ai rallongé de 3 cm pour pouvoir la rentrer dans mon pantalon et pouvoir faire blouser du coup le modèle. Et dernière modification qui est là un petit peu plus particulière, donc vous voyez ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas fait, je n'ai posé que le pied de colle. J'ai pas posé le col, ce qui fait que ça donne un effet un peu col Mao. Chemise à col Mao. Voilà, pareil, je voulais pas faire le petit col qui redescend, etc. Donc ça, c'est les modifications que j'avais fait sur ma première chemise. Et sur ma chemise à carreaux, j'avais fait une découpe ici sur le devant pour insérer un petit volant. Là, avec ce tissu-là, je trouvais que le tissu était déjà assez, enfin le motif était déjà assez chargé, donc je cherchais une forme vraiment simplissime pour pas alourdir de trop mon modèle. Le tissu, vous l'aurez reconnu sans doute, c'est un tissu issu de la collection de Liz Taylor. Donc c'est le tissu Grace Miel, que vous voyez là je pense dans la bonne couleur, qui est vraiment un miel, enfin un coloris un peu caramel, miel chaud, enfin assez profond, que je trouve très beau. Et avec des motifs dessinés en bleu marine par-dessus qui sont imprimés. Qui ressortent un peu électriques à certains endroits, enfin je trouve ça très très élégant. Donc je cherchais à faire une chemise simple avec un motif un peu fleuri. Elle répond parfaitement à l'objectif et je lui ai mis, pour lui donner un petit côté chic, des boutons que j'ai achetés en brocante il n'y a pas très longtemps, qui paraissent un peu blancs à la caméra là, mais c'est j'essaie de vous montrer, des motifs un peu nacrés, voilà, là on voit un peu, voilà, pour lui donner un petit côté, un petit fini chic. Donc comme la chemise se passe avec une encolure assez large, évidemment je ne me suis pas amusée à faire les boutonnières. Chaque fois que je peux m'éviter les boutonnières, je m'évite les boutonnières parce que très souvent je les rate ou je trouve que c'est pas très joli, ou enfin bref. J'aime pas trop les boutonnières, donc dès que je peux ne pas en mettre, du coup je pose juste les boutons et la chemise tient très bien comme ça. J'en ai mis pas mal parce que je trouvais ça assez joli qu'il y ait une répétition de boutons régulière. Voilà, j'aimais bien cette idée là. Et dans le dos elle a un petit pli creux, voilà, que je trouve aussi très joli. Bon, ma chemise n'est pas repassée. Je fais un petit coucou à Cécile de Que font mes mains. Si elle passe par là, je fais aussi partie de la team des podcasteuses qui ne repassent pas avant de faire leur podcast. Hashtag la vraie vie. Je ne repasse rarement dans la vraie vie, donc voilà, sauf si j'ai un truc vraiment hyper important de présentation, mais je trouve qu'en bout de 2 secondes, même quand on la porte, la chemise elle se froisse, donc voilà, je suis pas une pro du repassage, je suis pas une contrôle fric du repassage non plus, du froissage, donc je m'excuse d'avance s'il y a des âmes sensibles au froissage parmi vous, c'est pas mon cas. Voilà pour cette petite réalisation. Vraiment je l'aime beaucoup, elle se porte avec un jean, elle se porte avec une jupe, elle se porte avec beaucoup de choses dans ma garde-robe, donc c'est juste parfait. La viscose se coud très facilement, elle a une épaisseur une jolie épaisseur et un joli tombé, ce qui fait qu'elle est très facile à coudre. Enfin, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à la coudre. Les modèles de ce livre, alors c'est vraiment mon basique à moi. J'ai fait sur tous les modèles du livre, il y a une de vous d'ailleurs qui m'a interpellée sur Instagram en me disant qu'elle serait intéressée pour que je fasse une vidéo où je montre l'ensemble des réalisations que j'ai faites à partir de ce livre, et je vous avoue que c'est une idée qui me plaît bien, donc je ferai sans doute ça un jour. Mais voilà, j'ai réalisé le pyjama, la jupe, un des hauts, un autre des hauts, la chemise, le sweatshirt, la jupe, enfin
Vraiment, je l'aime beaucoup et il y a beaucoup de basiques que je hack ou que je modifie sur cette base. Typiquement, c'est le cas de la chemise là. Donc je vous le recommande vraiment si vous l'avez pas encore dans votre garde-robe. Voilà pour cette petite chemise septembre de Atelier Charlotte Ozou, faite dans cette magnifique viscose Grace Miel. Et je vous insère une petite vidéo portée. Cette première cousette. Deuxième cousette, toujours dans la même idée de poursuivre ma garde-robe, je voulais m'attaquer à un autre chemisier. Et donc cette fois-ci, je suis allée m'intéresser au chemisier qui est proposé dans le livre Dressed. Donc dans le livre, il y a une partie, comme je vous disais tout à l'heure, sur la méthode pour construire sa garde-robe idéale. Et il y a évidemment des patrons. Donc la particularité des patrons, c'est que c'est des patrons qui sont censés être très simples et qu'on peut, qui sont une bonne base de basique pour mixer avec ses imprimés, en tout cas des patrons simples de base qu'on peut mixer, etc. Mais qui, façon de dire à nous, sont hyper bien finis et hyper bien détaillés. Donc voilà, moi j'ai fait le chemisier, donc hop, on montre la très jolie version avec Elodie Blueberry que j'aime beaucoup. Et qui je fais un petit coucou si elle passe par là. Donc ça c'est le patron technique. Donc voilà, un chemisier un petit peu ample avec une coupe un peu en A et un petit boutonnage. La particularité de ce patron, c'est que l'encolure est un peu, que le V au niveau de l'encolure est un petit peu arrondi. Et en regardant du coup les mesures du vêtement fini qui aussi sont disponibles dans le modèle, ça m'a permis de me dire que si je faisais un 38, ce serait parfait pour moi. Donc j'ai fait en plus aucune modification, donc ça c'était super. J'ai donc le livre de reste, en fait on n'a pas les patrons inclus, il faut les imprimer. Alors moi quand j'ai fait imprimer, donc c'était mon conjoint qui avait imprimé en version A4 sur une imprimante classique, ça sortait pas bien, il y avait des petits problèmes d'impression, j'arrivais pas à les mettre en face, donc j'ai laissé tomber. Je suis allée en bas de chez moi à l'imprimeur, qui est pas très loin de la maison, il y a donc un mois, pas hier. Donc du coup, j'ai fait imprimer sur une grande planche A0, et alors là c'était parfait, absolument nickel, donc j'ai découpé toutes mes pièces, voilà, pas de difficulté. Sur la base du modèle, pareil, parce que je voulais que ça blouse un peu et je le trouvais un peu court, du coup je l'ai rallongé de 3 cm là aussi. Et sinon j'ai fait absolument aucune modification, je réfléchis ici, j'ai rallongé les manches pour pas que ce soit des manches 3/4 comme dans le modèle, mais que ce soit des manches longues. Donc je vous le montre à force de vous en parler. Hop. Donc pareil, je ne fais pas partie de la team repassage, vous avez compris. Donc là voilà, donc mon chemisier un peu flashy, mais que je suis trop fan, j'adore, j'adore, j'adore. C'est un tissu que je vous avais montré la dernière fois, que j'avais trouvé chez Toto Tissu. J'avais un coupon de chez Toto. J'avais craché dessus, quoi. J'avais flashé dessus et il m'avait fait penser aux réalisations que fait Jolie Bobine, qui a souvent des imprimés assez forts comme ça avec des pièces très simples. Du coup je m'en suis inspirée, donc voilà, le chemisier a une coupe très simple, il n'y a pas comment on appelle ça, de pince, c'est vraiment juste un encolure V que moi j'adore, 2 manches, un dos, 2 demi-devants, voilà, un modèle très simple et du coup je trouve qu'il met bien en valeur, qu'il met très bien en valeur l'imprimé. Donc je suis vraiment très 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 contente. Et donc ce que je vous disais, donc la particularité, je pense que là vous allez bien voir. Donc en fait l'encolure est un peu arrondi, vous voyez. Donc c'est vraiment très joli. Là aussi, je n'ai pas fait les boutonnières parce que évidemment on peut l'enfiler sans problème.
Et quoi vous dire, bah, c'était un régal à coudre. Petite particularité, je sais que c'est Nathalie de Atelier 292 qui en parle souvent, mais la façon dont comment dire, je vais y arriver, le bord ici, enfin l'ourlet du chemisier est fait, est vraiment super. En fait, il y a un système où on rentre à l'intérieur de la parmenture du devant l'ourlet du bas, du coup c'est hyper propre en fait. C'est pas replié jusqu'au bout, enfin voilà, on fait pas un repli comme ça qu'on vient coudre sur le bord, vous voyez. Le bord il est vraiment tout droit. Donc ça fait des finitions des deux côtés, hop, je vous montre. Ça fait des finitions très propres et vraiment très jolies. Cette petite encolure arrondie là, c'est vraiment juste très beau. Ça tombe nickel au niveau, le 38 pour moi, absolument parfait. Et une autre chose que je voulais vous dire, alors là c'est plus de la technique de couture, mais je me dis que c'était intéressant. J'aime pas du tout thermocoller. Je trouve ça fatigant. Je sais jamais, enfin c'est jamais parfait. Soit je mets mes pièces que je thermocolle directement, mais j'ai l'impression que je perds tout le thermocollant, que je thermocolle pas avec mon fer, donc c'est pas pratique. Soit il faut que je redécoupe mon modèle dans mon thermocollant, soit, enfin, c'est une étape de couture qui me saoule. Donc ce que j'ai fait cette fois-ci, c'est que j'ai été prendre une autre viscose blanche de mon stock et j'ai coupé du coup les morceaux de l'encolure de nouveau dans cette autre viscose blanche. Et du coup, je suis venue coudre à 5 mm du bord mes pièces de tissu et mes pièces de doublure en fait. Et du coup, au lieu de thermocoller, j'avais juste mes pièces qui étaient doublées. Et c'est ça que j'ai utilisé. Du coup, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a un petit peu de blanc qui dépasse ici. Mais rien de bien grave. Et du coup, ça lui donne la tenue, mais aussi un petit peu de souplesse. Et ça marche très bien. Donc si vous n'avez pas thermocollé, c'est une belle technique. Si vous n'avez plus de thermocollant, et c'est fort possible dans cette période-là, que vous ne pouvez pas en recommander ou que vous ne voulez pas en recommander, vous pouvez tout à fait utiliser un autre morceau de tissu pour faire une doublure et voilà, renforcer l'épaisseur sans forcément thermocoller. Ça marche aussi assez bien. Et l'autre chose que je voulais dire sur ce tissu, donc c'est un tissu Toto et je me suis rendu compte après avoir coupé mes pièces, mais c'était le cas sur l'ensemble de mon coupon, pas uniquement là où j'ai coupé, il y a quelques défauts d'impression. Donc par exemple là vous voyez, hop, du coup il y a une petite tache dans le vert. Là il y en a une autre sur la manche que j'ai vue tout à l'heure que je voulais vous montrer. Où est-ce qu'elle est? C'est toujours quand on cherche qu'on ne trouve pas après. Mais, ah voilà, vous voyez. Là pareil, il y a un petit effet un peu décoloré. Bon, c'est pas très grave. Je pense qu'au final, ça se voit pas forcément trop. Donc voilà, ça me dérange pas plus que ça sur le modèle. Voilà, donc je vous mets une petite vidéo de la chemise portée. Voilà pour cette chemise que j'aime beaucoup. Et donc, il me restait un autre coupon. Enfin, il me restait un morceau de coupon de tissu, en fait. Et du coup, je voulais, comme j'avais hésité à faire une version robe dans ce tissu, je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant de faire, et pareil, je m'inspire de chez Jolie Bobine pour dire ça peut être intéressant de faire une jupe dans le même tissu, assez simple, de façon à ce que tu puisses les porter ensemble pour que ça fasse une robe quand c'est coordonné, ou que ça fasse deux pièces séparées, pareil dans une idée de dressing un peu optimisée, disons, ou que ça fasse deux pièces séparées. Donc c'est ce que j'ai fait. J'aurais aimé pouvoir faire une jupe longue
mais j'avais plus assez de tissu là pour le faire. Donc j'ai fait la hauteur de tissu j'ai fait avec la hauteur de tissu qui me restait. Et je suis partie du modèle de la jupe Bibiana, pardon, de Nanou Pattern. Donc j'en ai fait plusieurs versions. Je vous mets une photo. Donc la particularité de la jupe Bibiana, c'est une jupe toute droite qui est élastiquée en haut, qui a un système de fermeture sur le devant et qui normalement a des grandes poches plaquées sur le devant. Donc moi, vous voyez mon tissu, il est très fort, très marqué et j'aurais trouvé ça bizarre de venir plaquer des poches sur mon tissu, à moins que, sauf si, pardon, j'aurais pu choisir dans mon tissu où positionner mes poches pour que ça se voit pas en fait, que le tissu se fonde dedans. Mais c'était pas le cas, il m'en restait pas suffisamment. Donc j'ai enlevé le système de poche, j'ai juste gardé le système d'élastique, mais par contre moi, pardon, excusez-moi. J'ai avalé ma salive de travers. Par contre, ce que je voulais, c'est que moi j'aime bien les jupes à poche, donc je voulais absolument quand même en mettre, en garder. Donc ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai fait des poches que j'ai insérées dans la doublure. Hop, donc on voit bien. Donc comment j'ai fait? Donc je suis partie sur le modèle de poche. Je crois pas que j'ai pris mon patron avec moi. Non. Donc je suis partie sur le modèle de poche que j'ai. Donc la poche elle est comme ça, je crois. Hop, voilà. Donc j'ai replié ma poche en haut et en bas pour faire une forme de poche plus petite. Et je l'ai coupé 4 fois, donc pour avoir 2 poches. Et avant de rejoindre mon devant et mon dos, du coup je suis venue coudre endroit contre endroit ma première poche à 5 mm. Même chose sur mon dos, aussi à 5 mm, sur mes repères de poche prévus dans la jupe Nanou. Pardon. Et du coup, je suis venue ensuite les assembler quand je suis venue coudre mon dos et mon devant. Du coup, là, j'ai cousu à 1 cm et je suis allée un petit peu plus bas que mes poches. Et pareil sur le bas. Je n'ai pas l'impression d'être très claire, mais en gros, alors, je ne sais pas si vous allez voir. Peut-être qu'on voit bien là. Donc là, je suis venue coudre. Hop. Je suis venue coudre à 5 mm, donc c'est cette couture ici. Je suis venue coudre à 5 mm le fond de poche avec le dos. Et quand je suis venue coudre la robe, je suis venue coudre à 1 cm, donc cette couture-ci, en remontant plus haut sur la poche. Ce qui fait que ma poche, mon ouverture de poche, quand j'ai cousu la poche d'un côté avec le devant, de l'autre avec le dos, c'était ouvert grand comme ça. Et quand je suis venue refermer mon dos et mon devant, je suis venue coudre à cette hauteur-là pour avoir une ouverture de poche plus petite et que mes poches tiennent bien. Et en insistant évidemment sur le point d'entrée de la poche. Ce qui fait que quand on est sur l'endroit, j'espère que j'ai été claire, ce qui fait que quand on est sur l'endroit, du coup on a une poche invisible en fait. Et elle se voit pas, comme c'est le même tissu, en plus on le remarque vraiment pas. Voilà comment j'ai quand même laissé des poches dans ma jupe. Pour le reste, j'ai vraiment suivi le patron, j'ai inséré mes 2 bandes sur le devant et je suis venue coudre en laissant ce petit fruit, j'ai cousu l'élastique en haut et en bas pour que ça fasse ce petit effet de fronce que je mets bien à la taille. Voilà. Donc c'est une réalisation très simple, la base de la jupe est très simple, il y a le petit nœud devant. Je sais pas pourquoi l'élastique se balade beaucoup, donc je pense que je vais le maintenir en place avec une petite couture dans le dos et sur le côté, voilà, parce qu'il tourne, vous voyez, je sais pas si on voit, voilà, il tourne un peu, donc c'est pas très agréable. Mais c'est pareil, c'est pas grand chose à faire, donc je vais faire ça pour la petite jupe. Donc ce que je vous propose, c'est que je vous insère là maintenant une petite vidéo portée. D'abord de la jupe version jupe et ensuite de la jupe et de la chemise pour que vous voyez ce que ça fait en version robe en entier.
pour cet ensemble jupe, donc jupe Nanou, Bibiana, jupe Bibiana de chez Nanou et chemisier dressed de chez Direndou. Dernier projet couture. Alors, pareil, je crois que je vous avais montré le tissu il y a quelques temps dans un précédent podcast. Donc, c'est une robe que je voulais très légère pour l'été. Donc, ce tissu, donc je vous le montre là. Donc, c'est un tissu très très chargé qui est une cotonnade, je pense qu'on appelle ça une cotonnade indienne, qui est assez transparent, hein, vous voyez. Hop. Voilà, qui est vraiment très 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 léger. Hop, voilà. Et donc mon idée c'était de me faire, j'ai une robe que j'aime beaucoup, qui est rouge avec des motifs un peu de couleur passée, qui est très transparente pareil et que je porte avec une sous-robe dessous. Voilà, c'est un peu un effet de transparence, de légèreté et de ça que j'aimais bien. Et là, c'est ce que j'avais envie de coudre. Voilà, c'est sorti de mon programme. Enfin voilà, j'avais envie de me coudre une robe, de réfléchir à ça. Donc la robe qui me sert de modèle, en fait, c'est une robe qui a des manches ballons, qui a un corsage avec des pinces devant et des pinces dos, donc qui est quand même assez cintré, et qui a une jupe froncée et qui arrive un tout petit peu en dessous du genou. Donc j'aimais bien ce principe, donc d'avoir des manches un peu présentes, un corsage ajusté et une jupe plissée. Donc c'était ça mon idée. J'avais pas de patron en tête pour le faire et en fait en réfléchissant sur la base de ces trois demandes là, je suis partie sur une idée qui me permettait de faire un mixte de ces trois patrons. Donc je reviens et je vais chercher, j'ai une petite image, je vais la chercher. Voilà, je suis allée chercher la petite image, c'était sans doute plus parlant. Donc voilà, en fait j'ai construit cette robe là. Donc l'idée c'est d'avoir un corsage avec une découpe princesse, des manches un peu volantées et une jupe froissée. Enfin une jupe froissée, n'importe quoi, une jupe froncée. Qui est sans doute froissée aussi, mais froncée. Et en fait du coup je l'ai construit en partant de trois choses. Sur le corsage des coupes princesse, je voulais un corsage qui soit assez grand. J'ai trouvé mon bonheur dans un numéro de la Maison Victor, qui est le numéro, donc c'est septembre-octobre 2015, édition 5, donc c'est celui-là. Et la robe, c'est la robe Ariel. Je vous montre le dessin technique de la robe. Voilà, donc vous voyez, elle avait exactement ce que je voulais, c'est-à-dire le corsage des coupes princesse assez large devant. Donc j'ai pas pris les manches et j'ai pas pris la jupe, j'ai juste pris le corsage. Donc j'ai dessiné, enfin j'ai recopié sur mon journal, enfin ma page de patron, les éléments du corsage, avec aussi la parmenture. Ensuite, pour les manches, je suis allée chercher les manches de la robe Magnolia de Direndou dans cette version B là. J'aimais beaucoup ces manches un peu volantées et je m'étais dit que je voulais les essayer depuis longtemps. Et donc pareil, je suis allée décalquer les manches pour ça. J'ai vérifié en décalquant que la largeur d'emmanchure de ma manche ici correspondait à la largeur d'emmanchure de ma robe Ariel là, ce qui était le cas, donc c'était parfait. Et pour ma jupe froncée, là du coup j'ai pris ma laisse de tissu qui était un tissu un peu particulier, qui était en fait un grand foulard que m'avait donné ma belle-mère, immense foulard, doublé etc. Donc j'ai découpé à l'intérieur, j'avais des espèces de panneaux. Donc j'ai pris deux de ces panneaux que j'ai froncés pour faire ma jupe dos et devant. Donc voilà comment j'ai construit la robe que j'avais en tête à partir de plusieurs éléments de patron, et je me suis dit que ça serait intéressant de vous partager ça parce que peut-être que ça vous intéresse aussi et que de repatronner de zéro, là c'est un peu compliqué. Moi je sais que, et puis surtout dans cette période où moi j'ai pas d'imprimante par exemple, et je peux pas sortir du coup imprimer des choses, donc je fais avec ce que j'ai dans ma bibliothèque de patron.
Et je trouve que j'ai une collection de la Maison Victor que j'ai commencé à faire au moment où le magazine a commencé à sortir et que j'achète plus depuis 1 an et demi ou 2 ans parce que je trouve que les modèles se répètent beaucoup. Mais donc je dois avoir une quinzaine de magazines et je vous avoue vraiment qu'en feuilletant dans ces 15 de magazines, je trouve toujours la base de patron qui me plaît pour pouvoir faire autre chose. Donc voilà, là c'était l'objectif, j'avais en tête une idée de ce que je voulais et je suis allée chercher dans mes différentes bases de patrons, voir si je trouvais quelque chose qui s'en rapprochait. Et c'est comme ça que j'ai pu construire ma robe. Voilà pour la partie construction. Donc pour le tissu, ce que je vous disais, c'est que c'était une cotonnade du coup extrêmement légère. Et donc voilà, j'essaie de la mettre sur un cintre pour que ce soit un peu plus parlant. Hop. Je vous la mets sur le cintre. Hop. Là voilà. Donc c'est assez chargé. Hein. Faut aimer. C'est un peu 70s. Vous voyez, ça fait un peu robe flower power. Mais j'aime bien. Je trouve ça chouette. Les manches du coup rentrent très bien parce que le tissu est extrêmement fluide. Donc ça va être super. Comme c'est un tissu assez chargé, on voit pas trop les découpes princesse. En fait, on les devine là, mais on voit pas forcément où ça tombe. Donc ça, j'aimais bien. Et avec, voilà, j'ai fait une très grande jupe. Donc vous allez voir là quand je vous l'essaye, je ne suis pas sûre du tout de garder cette longueur là. D'ailleurs le roulet n'est pas fait et je me dis que pour le moment il fait pas encore suffisamment beau et chaud. De toute façon on ne sort pas pour la finaliser, donc j'attends que le beau temps soit, enfin que l'été soit complètement là et que je la porte un peu au quotidien pour voir quelle est la longueur de jupe que je veux garder. En réalisation c'était extrêmement facile, la Maison Victor c'était très bien indiqué. La façon dont l'encolure est finie, voilà, c'est avec une parmenture. Donc elle est assez large mais elle tombe très bien, je trouve qu'elle est parfaitement, elle est nickel pour moi. En termes de taille pour le corsage, donc j'ai fait un 38 en haut que j'ai élargi à un 42 au niveau de la taille. Un peu sur la modification que j'avais faite sur la robe Magnolia dans un de mes épisodes de podcast. Donc j'ai élargi, je reviens pas sur les détails, mais j'ai élargi en fait, je suis partie du 38 et j'ai élargi au 42 sur le côté. J'ai fait une couture à la main pour maintenir la parmenture bien à l'intérieur pour pas que ça volette, parce que comme c'est transparent, j'avais pas envie que ça sorte ou que ce soit pas agréable. Les explications pour les manches, donc j'ai suivi ce qui était dans le patron de la Magnolia et c'était franchement assez facile pour faire ces coutures un peu de manches arrondies. Et dans le dos, j'ai suivi le modèle de la robe Ariel de la Maison Victor. Et donc c'est une fermeture éclair invisible. Hop, voilà. Donc là, l'idée c'est de la porter en fait. Elle est transparente là, comme ça on se rend pas forcément bien compte. Sur le corsage en haut, pas du tout. Mais je pense que sur le bas, on se rendrait compte qu'elle est un peu transparente. Donc là, l'idée, par exemple, moi je la porte, je mets une petite robe en dessous, un fond de robe en fait, à mettre en dessous pour qu'on évite le côté transparent. Donc voilà, ça c'est, je sais pas comment je vais l'appeler cette robe, mais voilà, c'est ma robe fabriquée maison et je vous l'essaye également. Voilà pour ce nouvel épisode de podcast. Je pense qu'on est arrivé au bout. Je suis même sûre qu'on est arrivé au bout. Donc je suis vraiment contente d'avoir pu revenir vous voir et vous parler de ces petits projets-là. Je vais continuer à coudre un petit peu les éléments de mon stock, à tricoter les laines de mon stock.
Hop, ça a fait une petite notification. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura permis de passer un bon moment avec moi dans cette période qui n'est pas facile pour tout le monde. Vraiment, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup d'apaisement, beaucoup de tranquillité dans ces moments où parfois l'anxiété peut nous prendre. J'essaye aussi de vous envoyer un petit peu d'optimisme. Voilà, dans cette période où on tourne parfois en rond, on a des émotions qui varient et c'est pas forcément facile à gérer. Cette phase d'incertitude, c'est parfois ça aussi qui est le plus difficile à gérer, justement, c'est de ne pas savoir un peu de quoi demain va être fait. Donc, parfois, revenir à l'instant présent, au fait qu'on se sente bien dans nos projets créatifs, ça aide bien à passer le temps. Donc prenez soin de vous, vraiment dans cette période un petit peu particulière, partagez avec ceux avec qui vous pouvez partager le plus possible. Je vous envoie plein de pensées, y compris à celles qui sont peut-être seules ou voilà, ceux qui sont seuls chez eux, où c'est pas forcément évident à gérer non plus, à ceux qui sont obligés d'aller dehors et qu'on remercie pour ça, que ce soit les soignants, les caissières de supermarché, ceux qui font les livraisons, ceux qui distribuent, enfin qui viennent chercher nos poubelles, voilà, toutes ces personnes-là qui nous permettent de rester chez nous en sécurité et qui font le travail qui fait que notre quotidien peut continuer quand même à se gérer. Voilà, je vous envoie vraiment toute mon affection et toutes mes pensées pour vous en cette période un petit peu compliquée. On se retrouve bientôt pour des vidéos sans doute un petit peu plus thématiques cette fois-ci, telles que je vous en ai parlé. Et puis voilà, d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Salut!